Eh bien, bonjour pour ces retrouvailles, hein. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances, que vous avez eu beaucoup de soleil. Bon, là, je suis un peu moqueur, hein, parce que bon, je sais que ceux qui sont restés en France, ça a été un peu compliqué, mais bon, ça détend, hein. Je veux dire, on a un peu oublié le Covid, on s'est retrouvés en famille, on a mangé, on a bu, enfin bon, voilà, j'espère franchement que vous avez repris du punch et que on va vous aider à travers les livres qu'on a trouvés et qu'on a dévorés pendant les vacances, pour redonner aussi un peu plus de punch et vous faire évader de cette ambiance un peu spéciale. Il y a ce que j'appelle le livre de la piscine, autour de la piscine. Chaque année, j'en fais un. C'est-à-dire que vous savez, c'est le livre, on est entre amis, et puis c'est le roman que les gens s'arrachent. C'est-à-dire qu'ils se le piquent, ils se le cachent parce qu'ils voudraient bien le finir, ils s'arrachent les pages même pour l'avoir tout seul. Et là, cette année, c'est un livre que nous avions adoré, mais je trouvais qu'il n'était pas à la hauteur de son talent. Liana Levy a très bien vendu ce bouquin, mais que ça aurait dû être un des best-sellers, un des premiers de la liste des ventes de cet été. Ça s'appelle Les vies dérobées de Cynthia Leone. C'est chez Liana Levy. Alors allez-y parce que franchement, c'est absolument un grand livre. On est à Jaffa en 1936. Tout va partir sur le mensonge, c'est-à-dire que il y a un juif qui est poursuivi par des musulmans. Ce juif, il a un associé. Ils ont un contrat tous les deux. Voilà, ils sont associés en affaires et le musulman va usurper le nom du juif. Et donc là va commencer toute une histoire familiale, c'est-à-dire qu'on voit du secret, du mensonge, à travers les générations, comment ça peut être absolument dévastateur. Alors vous allez vous retrouver partout, hein, à Rome, aux États-Unis et tout. C'est bouleversant, ça interpelle aussi sur ce qui se passe actuellement, sur l'identité. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sur un mensonge et sur un secret? Voilà, c'est à la fois, alors là ça vous fait c'est un peu lourd, mais une fois que vous êtes dedans, c'est un tourne-page, c'est-à-dire que vous ne lâchez plus. Les personnages sont absolument troublants, bouleversants, passionnants. En plus, c'est toute l'histoire. C'est toute une histoire, hein, c'est toute une histoire de l'Europe et du monde à partir de cette époque. Alors franchement, si vous n'avez pas lu, ça vaut, je ne donnerai pas de nom tout de suite sur les daubes qu'on a reçues et qu'on a lues pendant les vacances, vous voyez, qui vont paraître. Oubliez tout ça et vous prenez ce bouquin, vous le faites lire, parce qu'en plus, Liana Levy est une maison d'édition qui fait exactement, enfin qui est un vrai éditeur, hein, qui peaufine ses livres, qui suit ses auteurs et tout, donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre d'éditeur. Ça s'appelle Vie dérobée de Cynthia Leone, c'est chez Liana Levy. Je sais que je dis que c'est un pur chef-d'œuvre souvent, mais là c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Allez-y, c'est un incontournable. Il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Ploussard qui a écrit Mobilette. Je ne sais pas, mais j'ai rien compris. Je veux dire, voilà, j'ai abandonné la page 103 parce que j'ai l'impression de lire du serbo-croate. Alors c'est très très méchant, mais je ne sais pas où il va, je ne sais pas où il voulait aller, je ne sais pas ce qu'il voulait raconter. Je ne sais même pas si c'est du français, quoi. C'est pas méchant, hein. Je suis assez désabusé par ce bouquin. Voilà, je ne suis pas arrivé, donc si vous voulez l'acheter, consultez-le avant, c'est peut-être moi qui ai un pré-AVC ou voilà, mon neurone il était avec le soleil. Donc si vous êtes chez votre libraire, compulsez quand même les premières pages et puis peut-être que c'est un livre fantastique. Mais moi je n'ai pas la traduction française, donc je ne suis pas bilingue à ce niveau-là. Donc, pardon hein, Héloïse. Hein. Ça c'est un livre... Franchement, ça m'a fait le plaisir de mes vacances. Vous voyez, ça a été un des grands moments de mes vacances où j'ai pris. Alors, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est cultivé, ça vous donne envie de, voilà, ça donne les voir d'aller dans les musées. Ça s'appelle Caroline Grimm, Ma double vie avec Chagall, et c'est une merveille d'érudition, de style. Elle raconte la vie de Chagall. C'est un roman. Hein, le prétexte, c'est la femme de Chagall, c'est son amour, hein, c'est vraiment c'est Bella qui va l'accompagner partout. Moi, j'avais adoré, et ça avait très très bien marché, un livre qui avait été absolument extraordinaire, qui m'avait appris aussi des choses, c'est Churchill m'a menti, qui est paru chez Flammarion et qui, je crois, est en J'ai lu,
qui racontait comment les Allemands avaient envahi les îles anglo-normandes, a même mis des camps de concentration sur les îles anglo-normandes, et il vous racontait comment Churchill a abandonné ces gens. C'était un livre... Alors si vous ne l'avez pas lu, allez-y, parce que c'est un point d'histoire de la Seconde Guerre mondiale que personne connaît. Et alors là, elle vous raconte, elle vous raconte Chagall, elle vous raconte cette femme, elle raconte Chagall qui est pauvre, hein, qui est passionné de la peinture, c'est la manière dont il s'exprime. Et puis cette femme qui est plutôt bourgeoise, il veut se marier avec elle, mais bon, les parents, il n'a pas de fric, hein, il n'a rien, et comme ils lui disent, bah, vous reviendrez quand vous serez célèbre et que vous avez de l'argent. Cette femme, cette jeune femme, elle va être amoureuse et elle va suivre Chagall, elle va l'aider. Vous allez voir comment Chagall va débarquer à Paris, comment vous allez croiser Picasso, Modigliani, Montparnasse, comment il va avoir des périodes où il va croire que la célébrité est là et l'argent va être là, et puis voilà, la guerre va arriver. En plus, c'est des personnages absolument merveilleux. Cette femme, moi j'ai beaucoup d'admiration, je connaissais pas du tout Bella. Ça se lit comme un roman, et en plus c'est toute une fresque, c'est-à-dire que vous allez depuis les années, la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, pour ainsi dire. Vous allez vous retrouver à Paris, au fin fond de la Russie, à New York. Vous allez vous retrouver à Montparnasse. Donc vous vivez Montparnasse. La dureté de cet homme, hein, qui après la guerre revient dans son atelier. Tout a été dévasté, tout a été pillé, même par ses meilleurs amis. Vous allez voir les relations entre marchands de tableaux et peintres. Et puis il y a des histoires qui restent inoubliables. C'est-à-dire que Chagall, vous savez, comme a été contacté par Malraux pour peindre le plafond de l'Opéra de Paris. Et il y a un moment, il a la clé de l'opéra et il rentre dans l'opéra, il est tout seul. Et là, il s'imprègne de l'opéra, de son plafond. La manière dont elle le décrit, c'est absolument impressionnant. Et ce qui est le plus génial, c'est qu'il sort de l'opéra après, il va au café en face et il prend son café avec les peintres, mais les peintres en bâtiment, et personne il ne fait pas de différence entre ces peintres et lui. C'est absolument touchant. Ça fait partie des livres que je garde. Vous voyez, il y a des livres qu'on lit et qu'on aime et puis on met dans la bibliothèque. Et puis ça vous donne envie d'aller voir les Chagall, de voir voilà. Et puis ça vous redonne une ouverture pour comprendre ce que c'était que cette œuvre et cet homme et cette femme. Voilà, c'est une incroyable histoire d'amour. Ça s'appelle Ma double vie avec Chagall chez Hollis Ormesson. Pour moi, c'est un incontournable de la rentrée. C'est vraiment un de ceux. Voyez, si vous commencez à noter, vous le mettez. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, j'ai l'impression d'être médecin, d'être docteur. C'est-à-dire que c'est vrai que vous n'avez pas le moral, c'est vrai que voilà, c'est dur en ce moment. Et puis, il y a des livres comme ça qui sont comme des médicaments. C'est-à-dire que ça devrait être remboursé par la Sécu. Qui sont lumineux, qui sont généreux, qui sont... Voilà, vous les mettez, vous prenez des coups de soleil, ça vous redonne du punch, vous recroyez aux gens, vous vous dites, ah, oui, les gens, ils sont quand même pas si méchants que ça, ils sont pas si abominables que ça, malgré tout ce qui se passe. Ça s'appelle Une soupe à la grenade de Marsha Meran, et c'est chez Piquet. Nous, c'est notre grand coup de cœur, là, dans la boutique. On en a mis des tonnes partout, on a mis les affiches au plafond. C'est l'histoire de trois jeunes sœurs, hein, de trois sœurs qui vivent en Iran, et puis il se passe que ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire qu'elles veulent être libres, elles veulent survivre. Alors, elle vous décrit l'Iran avant, vous voyez, l'Iran avec la poésie, les senteurs et tout ça. Alors elles vont se balader, hein, avant d'arriver. Elles vont arriver où? En Irlande, dans un village irlandais. Vous imaginez la confrontation entre les Irlandais, un peu conservateurs quand même, très macho un peu quand même, et puis ces trois sœurs elles ouvrent un resto. Et là, vous voyez un des héros qui sort dans la rue, qui tient un pub et qui commence à sentir. C'est-à-dire que là, il est complètement désarçonné par les odeurs parce que ces femmes font de la cuisine iranienne. Et alors là, vous explosez de... Alors, vous les sentez, cette cuisine, et c'est la confrontation. Alors, c'est pas neuneux, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous dire oui, ils sont très très gentils, et puis les autres en face, ils sont très très gentils, puis la cuisine... Non, ça passe, ça vous montre comment c'est très très dur l'assimilation, comment ces deux cultures vont se rencontrer. Et alors, il y a un truc, si vous aimez faire la cuisine, à la fin de chaque chapitre, il y a une recette iranienne, c'est-à-dire que vous pouvez... En plus de lire le bouquin, vous faites la recette et vous aurez les odeurs qui sont dans ce livre. C'est généreux, c'est tendre, c'est délicat, c'est subtil, ça sent le vrai, c'est-à-dire que c'est tiré de l'histoire quand même de cette jeune femme qui a écrit ce livre. Vous savez, c'est les livres doudous.
Et puis vous avez fini ça, puis vous le ralentissez un peu parce que vous dites je veux pas le finir. Moi c'est un de mes grands coups de cœur, chaleureux, généreux. Vous allez voir ce que c'est que le pain Lavache, Lavache mais Lavash. Vous avez les oreilles d'éléphant, ce que c'est qu'il faut une demi-tasse de lait, un quart de tasse de sucre, de l'eau de rose, de la cardamone, de l'huile végétale, du sucre glace et de la cannelle. Il va arriver l'hiver, il va faire froid, là voilà. Allez-y, c'est un beau cadeau si vous avez des amis qui n'ont pas le moral et voilà. Allez-y parce que ça leur redonner, vous le lisez, ça va vous redonner, voilà, c'est peint en rose, c'est du soleil, c'est voilà, et puis ça permet de comprendre aussi mine de rien ce qui se passe actuellement sous ces gens qui arrivent d'ailleurs et donc parfois on a peur. Et voilà, c'est un doudou, ça s'appelle Une soupe à la grenade de Marcha Meyran, c'est chez Piquier, ça c'est aussi un incontournable de chez Incontournable. Pour moi c'est l'événement, mais l'événement littéraire. Leonardo Padura, ça s'appelle Poussière dans le vent de chez Métayer. Padura, c'est un des plus grands écrivains du XXIe siècle et du XXe siècle. Il est cubain. Il a cet art de décrire Cuba sans complaisance, mais aussi avec toute sa sensualité, le sexe. Il a fait des policiers absolument extraordinaires avec un enquêteur incroyable, avec des histoires où vous sentez, vous êtes dans la Havane, vous êtes dans la campagne cubaine. En plus, il a une histoire extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais quitté la Havane. Et il vit dans la maison avec la même femme depuis des années. Il n'a pas de fric monstrueux. Il est plutôt pas très aimé du régime castriste actuellement. Et là, il vient de nous sortir Poussière dans le vent, et qui est c'est une sorte de grand roman. Vous savez, c'est des monuments comme ça, mais monuments, ça vous fait pas peur, hein. Vous rentrez dedans, vous lâchez plus parce que les personnages sont complètement... vous êtes pris par ce qu'ils veulent. Alors vous allez vous balader partout, c'est l'immigration, hein. C'est le problème des émigrés cubains, des Cubains qui sont partis, mais aussi des Cubains qui sont restés. C'est pas les caricatures souvent qu'on retrouve dans les émigrés. Vous savez, il y a l'anticastriste avec... voilà, ce sont des gens qui veulent vivre, hein, et qui sont pas forcément malheureux, mais qui se retrouvent à Miami, mais qui, comme ils disent, ils sont ailleurs, mais ils sont toujours dans leur pays quelque part. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune émigré. Alors lui, vous allez voir, Marcos, il est complètement différent de ce que vous attendez en tant qu'émigré cubain. Elle, c'est une jeune femme, son père est psychiatre argentin et sa mère est cubaine aussi. Mais alors elle est très dans les États-Unis, hein. Il n'y a pas de problème, elle est intégrée, lui il arrive, alors il y a le sexe, hein, parce que là c'est de l'importance du sexe chez les Cubains, c'est-à-dire que c'est pas comme ça, c'est vraiment pour eux c'est très très important, la sensualité, elle va exploser, c'est le moment de le dire, elle va découvrir ce que c'est que le sexe. Il y a un moment, il découvre une photo, et là elle découvre sa mère, enfin je ne vais pas vous en dire plus parce que on va me dire que je spoil le livre, et là commence une grande saga sur l'émigration cubaine. Alors vous allez les retrouver partout, hein. Vous allez les retrouver, je crois qu'il y en a en France, il y en a qui sont à Madrid, il y en a absolument partout, vous allez parcourir le monde entier. C'est à la fois, vous commencez, vous lâchez plus, et puis voilà, ça vous fait vous ressentez ce que ces gens vivent quand on est hors du pays. C'est en plus 10 000 manières de voir l'émigration, comme un émigré, ça n'existe pas, mais il y a 10 000 formes manières d'être émigré. C'est un magnifique livre sur Cuba. Alors là, c'est un des événements. N'ayez pas peur, parce que là, je sais que depuis que je l'ai mis en pile, les gens ils disent ça fait... mais franchement, hein, ça vaut c'est 617 pages. Moi, j'ai moins mis de difficulté. Enfin, j'ai pas eu de difficulté à lire, alors que le dernier Amélie Nothomb, non, je suis méchant, voilà. Mais voilà, il y a des petits livres qui sont chiants comme la lune. Ça, vous êtes emmené dedans, c'est comme une vague. Allez-y, passez pas à côté. C'est Poussière dans le vent, Leonardo Padura, et c'est chez Métayer. Ça, c'est aussi un des incontournables de la rentrée. C'est Lionel Shriver, 4h22 minutes et 10 secondes, c'est chez Belfond. Alors elle, c'est une écrivain que j'adore, dont j'ai oublié les romans que j'ai lus et que... Ah oui, voilà, surtout celui-là qui l'avait fait découvrir, que j'avais adoré, qui s'appelle « Il faut qu'on parle de Kevin », qui était un livre extraordinaire, qui je crois était en 2018, si vous avez l'occasion de le lire. Et là, Lionel Shriver nous raconte, c'est chez Belfond, hein, elle nous raconte une histoire, c'est un couple, un vieux couple, hein, bien, hein, ils sont américains, ils sont à l'aise, ils sont à la retraite, la femme, elle est un peu tête à claque, hein, à mon avis. Puis lui, voilà, tout va bien. Normalement, c'est elle la maîtresse femme.
Et puis c'est elle qui est la sportive du... Voilà, elle a fait le marathon et tout. Puis un jour, son mari lui annonce qu'il va faire le marathon. Alors qu'il n'a jamais fait plus de 20 mètres, vous voyez, donc, et là elle se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très cynique, c'est très cruel, c'est très plein d'humour noir, c'est vraiment, une fois que vous êtes dedans, c'est vraiment très très bien écrit, c'est très pince sans rire, et là vous pénétrez les vieux couples, vous savez, et là, il va prendre une coach, alors je vous dis pas la coach, sublime et tout, mais alors aussi punchy, et là, il va commencer à courir, l'entraînement, il va plus y avoir que ça. Et alors, sous couvert de l'humour, comme ça, sur les instruments, en fait, c'est la découverte des gens retraités, de la vieillesse, du couple, de l'amour. Est-ce qu'on connaît vraiment les gens avec qui on est? Est-ce qu'on n'a pas joué un rôle, les deux, depuis des années? Je me suis beaucoup amusé. Un peu inquiété parce qu'on se dit si ça finit comme ça, c'est pas toujours drôle. Vous reconnaîtrez peut-être dans le monsieur ou dans la dame. Si votre mari commence à vous faire le marathon, là vous allez voir, ça va commencer, ou le contraire, si c'est votre femme qui se lance. Voilà, ça s'appelle 4h22 minutes et 18 secondes de Lionel Schreiber, chez Belfond, qui est pour moi une des grandes écrivains américaines contemporaines. Et elle a l'art, parce que souvent je trouve que les trucs américains, les romans américains, c'est souvent lourd, à thèse, puis toujours la même chose, le secret et tout, alors que là, elle a un ton différent, et ça se lit avec plaisir, ça fait grincer des dents, voilà, c'est une petite merveille qui a ses 4h22 et 18 secondes, pardon, et c'est chez Belfond. Bon, et ça, c'est la grosse exception de cette rentrée, parce que j'adore Jane Addams. Pour moi, le chameau sauvage est une référence. J'aime beaucoup son livre, sa manière d'écrire, son humour, sa façon de faire passer ce qu'il pense à travers ses romans. Mais jusque-là, il le faisait, ça passait très 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 bien. Avec La Serpe, c'était aussi, j'avais beaucoup aimé ce roman, mais même si je trouvais que ça commençait à... Et là, j'étais complètement noyé au Printemps des monstres, parce que c'est l'histoire d'un meurtre, d'un petit garçon qui est enlevé, je vais pas vous expliquer, spoiler la chose, mais le problème c'est que vous êtes perdu, vous abandonnez parce que le personnage auquel vous intéressez, l'étrangleur, il est perdu dans le pathos de Génada, et ça m'a pas intéressé. J'ai pas forcément raison, je vous dis simplement ce que je pense, et que ça m'a gonflé, c'est le mot, il m'est tombé des mains. Par acquis de conscience, j'ai une petite équipe autour, vous voyez, je l'ai fait lire aussi, et le retour n'a pas été extraordinaire, quoi. Enfin voilà, peu de gens l'ont fini. Ça arrive, on ne peut pas aimer tout d'un écrivain. En tout cas, moi, ça a été une des déceptions de la rentrée. Mon collègue Jean, qui est un fou de Slocombe, qui me l'a fait découvrir. Le monsieur, il s'appelle Romain Slocombe. L'inspecteur Sadorski libère Paris, c'est chez Robert Laffont, collection La Bête Noire. C'est un polar, mais moi je trouve que Slocombe, c'est presque plus un historien qu'un... Bon, il est très très doué pour faire un polar, pour faire des polars, mais il fait œuvre d'historien, c'est-à-dire qu'il utilise le polar pour... voilà, ça vous prend, mais pour faire passer toute cette époque, c'est-à-dire il doit faire des recherches absolument incroyables. Sadowski est je vous laisse découvrir, est un inspecteur un peu particulier, et là, il parle de la fin des collabos, de la collaboration. On est dans la libération de Paris, vous allez voir ce que c'est que cette époque qui était absolument dramatique, immonde, avec ses faux résistants, ses vrais résistants, voilà, c'est impensable ce qui va se passer, c'est absolument passionnant, ne passez pas à côté. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les polars, si vous aimez en plus, il écrit hyper bien, il a un très beau style, il est modeste, ce qui est quand même dans notre époque relativement une denrée plutôt rare, surtout pendant cette rentrée littéraire, parce que il y en a, on les écoute, on a l'impression qu'ils ont écrit la recherche du temps perdu, alors qu'ils sont à peine à la hauteur de, je ne sais pas, enfin, non, alors Romain Slocombe, l'inspecteur Sadowski libère Paris, c'est chez Robert Laffont. Il y a aussi ça en poche qui vient de paraître. Ça avait été notre grand coup de cœur, vous savez, de Dominique Maison avant Les Diamants. Beaucoup de gens n'avaient pas acheté parce que c'était un peu cher. Là, ça vient de paraître en point. C'est l'histoire du cinéma à travers un roman hyper brillant. Moi, ça a été vraiment, comme j'avais dit, j'étais KO d'admiration. C'est l'histoire de Hollywood sous le macartisme, comment la recherche des antilles
des communistes va complètement, c'est la perversité, vous allez rencontrer plein de vedettes, enfin de stars du cinéma de l'époque, c'est voilà, c'est un incontournable, j'ai fait des tonnes, donc je vous le signale qu'il est paru en poche, ça c'est une très très belle chose. Fred Vermorel, la dernière balade de Jean Townsend, c'est chez Sonatine, c'est un polar incroyable. C'est ce qu'on appelle un true crime, vous savez, c'est un polar qui se base sur un vrai crime. On est dans les années 50 à Londres. C'est l'histoire d'une jeune styliste qui est étranglée, on les retrouve assassinés. Et là, il y a un jeune garçon qui est passionné par ce crime, hein. Il va être fasciné. Et des dizaines d'années plus tard, il est journaliste et il va refaire l'enquête et il va essayer de retrouver. C'est un peu, certains pour le principe du Dahlia Noir de Ellroy, vous savez, cette recherche de qui avait tué sa mère. Là, il recherche qui a tué cette jeune femme. Alors déjà, c'est un truc génial parce que, regardez, comme c'est vrai, il y a plein de photos, il s'est servi il y a les rapports de police, c'est génial à lire, on a l'impression de m'être fait en même temps une série de chez Netflix. Alors surtout, c'est tout le Londres branché des années 50, mais alors le Londres des drogués, à l'époque, être homosexuel, c'était puni et vous pouviez être emprisonné. Là, vous allez rencontrer la princesse Margaret. Vous savez, c'est un côté The Crown, enfin, mais The Crown, vous avez le côté plutôt brillant, même si là, c'est tout, les boîtes, voilà, c'est vraiment la drogue, c'est tout le Londres caché, hein, que personne n'avait décrit. Allez-y parce que là, tout le monde a aimé. Les premiers retours sont excellentissimes de nos clients. Ça s'appelle La dernière balade de Jean Townsend ou de Jean Townsend. C'est de Fred Vermorel. C'est chez Sonatine. Je vous referai une chronique plus développée sur ce roman, mais je vous le signale parce que c'est important. Enfin, on a beaucoup aimé. Alors c'est un de nos chouchous, hein, Florent Oiseau, Les fruits tombent des arbres, c'est aux éditions Alary. Il a un ton, il a une ambiance qui est unique, qui est un peu le portrait d'une génération, ce que j'appellerais une génération perdue, qui ne sait plus très bien où elle est, mais qui vous décrit un peu notre vie quotidienne, la vie de ces glandeurs, ces paumés, mais qui sont pas qui savent exactement l'état de notre société, qui sont un peu, voilà. C'est ce qu'il dit, c'est entre le rire et le larme. Ce que j'avais dit, c'est qu'il donne de la légèreté à la profondeur. Il a un style, voilà. Je vais pas vous en faire 2 tonnes, je en ferai 2 tonnes plus tard, parce qu'il mérite. Ça s'appelle Les fruits tombent des arbres de Florent Oiseau chez Alary, et ça, c'est un coup de jeunesse, je trouve. Ça fait partie de ces auteurs qui donnent un coup de jeunesse à la littérature française. C'est pas empoulé, c'est cynique, c'est drôle, c'est plein d'humour noir, c'est léger, enfin, il y a tout, j'adore, c'est un style incroyable. Alors ça a été un de mes grands livres d'avant les vacances, mais j'ai pas eu le temps d'en parler, hein, qui s'appelle Tokyo la nuit, chez Belfond, de Nick Bradley. Et ça, c'est absolument un livre absolument fantastique dans tous les sens du terme. On se retrouve à Tokyo. Alors Tokyo, comme dit le 4e de couverture, c'est généralement les cerisiers en fleurs, les geishas, vous voyez, le truc plutôt touristique. Et là, pas du tout. Vous allez retrouver dans tout ce que Tokyo a de plus sombre, tous les quartiers il va vous décrire ça. Mais alors, l'histoire est incroyable. En fait, c'est l'histoire d'un tatoueur qui a l'habitude de tatouer tous les mafieux, je sais plus comment on dit, les yakuza, c'est ça. Et là, il y a une jeune femme qui arrive, mais très jeune, hein, et qui dit « Je veux que vous me tatouez le plan de Tokyo. Je veux avoir tout Tokyo sur mon corps. » Il va le faire, et au fur et à mesure du tatouage Alors, il va faire un truc, je ne vais pas vous le raconter pourquoi, mais il va réintroduire dans un chat. Vous savez, dans les rues et tout. Alors, vous avez toutes les rues de Tokyo sur le corps de la jeune femme. Et ce chat, il va bouger. Et là, à travers ça, vous allez découvrir tous les côtés sombres, tous les côtés peu connus de Tokyo. Hein. Alors, la jeune fille, oui, elle s'appelle Naomi, hein, je ne l'ai pas dit. Vous avez plein de ces personnages qu'on croise à Tokyo sans les voir, ou même qu'on ne voit pas parce que ça se passe la nuit. C'est le monde de la nuit, c'est les à côté de Tokyo. Alors, quand on dit qu'un livre est fascinant, ça, c'est un livre fascinant. C'est-à-dire que moi je l'ai lu en une nuit, et c'est vraiment, vous êtes complètement, voilà, vous êtes dans un autre monde. C'est un énorme exercice littéraire, hein, et d'imagination. Si vous en avez marre de toujours les mêmes histoires, là vous allez vous en prendre plein la tête. Puis surtout, si vous allez à Tokyo après, vous verrez plus Tokyo de la même manière, et ça vous donnera envie d'aller voir Tokyo autrement. Ça s'appelle Tokyo la nuit de Nick Bradley, et c'est chez Belfond.
Oui, il y a le François Roux. François Roux, j'avais La vie rêvée des hommes. Vous savez, il avait fait le Bonheur national brut. C'était une fresque de la France à travers plusieurs personnages, une génération. Et là, il va vous refaire depuis 1944 jusqu'à nos jours une fresque, mais de deux hommes qui s'aiment, c'est deux hommes hein, qui s'aiment, un Américain et un Français, donc c'est une vision différente de 44 à nos jours, c'est-à-dire c'est comment on vivait l'amour en France quand on était homosexuel, donc vous allez voir comment depuis se cacher jusqu'à la légalité, jusqu'au moment où c'est reconnu, où les gens n'ont plus, enfin la plupart des gens n'ont plus ces a priori qu'il y avait à l'époque. C'est en même temps une histoire de l'Europe, enfin de notre pays et notre culture, ça s'appelle La vie rêvée des hommes de François Roux. Ne passez pas à côté, c'est chez Albin Michel et vous allez voir que la souffrance, elle peut être elle a été très dure pour beaucoup d'hommes pendant une longue période et qu'elle l'est encore pour beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y en aura d'autres, c'est juste, alors je vous dis, c'est juste une balade, hein, c'est pas des chroniques, elles seront plus développées, on vous refera des vidéos plus développées sur tous ces livres. Là, je vous ai donné un espèce d'échantillon de ce que nous on a aimé, c'est un début, hein, c'est la pré-rentrée numéro 1. Puis il y a ce livre qui nous a bouleversés, qui nous a ravagés, qui nous a fait pleurer, mais vraiment dans le vrai sens du terme, hein, c'est pas une image, qui nous a fait découvrir des femmes absolument incroyables, des hommes aussi incroyables. Je vous dis pas ce que c'est, si vous voulez le connaître, enfin si vous voulez savoir ce qu'est ce bouquin qui pour nous va être un des grands moments de la rentrée, vous aurez la primauté on dit, ou la primeur. Moi, la primeur, ça fait légumes, j'aime bien. C'est une grosse légume en plus comme livre. Dans la première émission du magazine de la santé, c'est-à-dire Fred, le 10, c'est ça? Le vendredi 10. Voilà, le vendredi 10. On va dire à partir de 13h40. Voilà, et donc là, vous saurez exactement quel est ce bouquin qui, moi, m'a bouleversé, qui, je l'ai fait lire autour de moi, m'a bouleversé et qui me fera voir certaines choses complètement différemment maintenant qu'avant. Voilà, je vous quitte sur ce teasing, hein, enfin voilà, et puis on va vous embêter parce que j'en ferai des teasings aussi pendant tout jusqu'au 10 septembre pour vous dire qu'il ne faut pas louper cette émission parce qu'il y a ce livre qui est absolument exceptionnel, en plus des livres qui sont exceptionnels là. Je vous souhaite une bonne rentrée, voilà, j'espère que la vie sera peut-être un peu plus facile que l'année dernière. Je me dis que c'est pas très compliqué, mais maintenant on ne sait jamais, hein, c'est vraiment une époque formidable, comme on dit, imaginez le pire et il y a des grandes chances que ça arrive, mais tous ces livres vont vous permettre de oublier un peu ces accidents de la vie, c'est le moment de la dire. À bientôt et puis bonne rentrée.